Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Période d'essai qui devient une émission bimensuelle sur la chaîne Be Smart for Change. J'ai le plaisir de recevoir Franck Morel, co-auteur avec Bertrand Martineau du livre Le travail est la solution aux éditions Hermann. Franck, bonjour. Bonjour. Alors, vous parlez d'une crise profonde du travail en France. Quelles en seraient les causes principales ? Oh, elles sont multiples, mais je dirais qu'il y a plusieurs motifs d'insatisfaction que peuvent avoir les travailleurs vis-à-vis du travail, déjà, en premier lieu. Les trois principaux motifs d'insatisfaction, c'est le fait qu'ils estiment, à tort ou à raison, souvent à raison d'ailleurs, et on reviendra là-dessus, qu'ils n'y trouvent pas leur compte en termes de rémunération. C'est-à-dire que le travail ne paye pas suffisamment. Le deuxième motif d'insatisfaction qui est exprimé, c'est le fait que les perspectives d'évolution professionnelle dans le temps, de réalisation par le travail, cette fois dans la durée, ne sont pas forcément là non plus. Et le troisième motif, c'est sans doute un besoin de reconnaissance insuffisamment assouvi. Alors on a déjà ce constat d'un regard un peu inquiet, un peu distant de la part de nos concitoyens vis-à-vis du travail, qui s'exprime à travers ces trois griefs qui sont formulés. Et puis on a d'un autre côté, par ailleurs, une partie des experts, une partie même de la classe politique, qui peut, de manière consciente ou moins consciente, se complaire dans une vision dolosive du travail. Le travail qui serait un instrument de douleur, vous savez, un instrument de torture. On dit d'ailleurs que l'étymologie, ce qui est faux d'ailleurs, du mot travail viendrait de l'instrument de torture et que le travail serait en réalité une douleur dont il faudrait s'extraire le plus rapidement possible. Si vous voulez, on a voulu avec mon ami Bertrand Martineau écrire cet ouvrage parce que on s'est posé la question face à un paradoxe français au regard du travail qui est le suivant. Comment se fait-il que partout ailleurs en Europe, on réussisse tant bien que mal à réformer les régimes de retraite, souvent par le truchement d'un allongement de la durée de vie active, et qu'en France, chaque fois qu'on veut allonger un tant soit peu, sous diverses formes, la vie active au travail, c'est un psychodrame. Et nous avons formulé l'hypothèse que ce constat factuel en disait long, sans doute, sur notre représentation du travail. Et nous avons voulu aller plus loin, justement, dans cette quête de ce qu'est la représentation du travail, dans ce diagnostic de ce qu'est dans notre pays la crise du travail, et bien évidemment, parce que nous sommes des incorrigibles constructifs, Bertrand et moi, ne pas nous limiter au constat, mais aussi être évidemment force de proposition. Alors, pourquoi, Franck, selon vous, le discours qui est presque eschatologique sur la fin du travail séduit autant alors que les études et les statistiques montrent une amélioration quand même globale des conditions de travail ? Oui, vous avez raison. Quand on se situe sur longue période, les conditions de travail se sont plutôt améliorées. On travaille moins qu'avant, on travaille mieux qu'avant, effectivement. Et même les comparaisons qu'on peut faire en matière d'accidents du travail, par exemple, ne sont pas forcément, contrairement à ce qu'on entend parfois, toujours à notre désavantage, loin s'en faut. Pour autant, effectivement, on a un regard sur le travail qui est parfois extrêmement dramatique, qui renvoie aux pages de Dickens, vous savez, d'Oliver Twist, ou qui renvoie au XIXe siècle, et qui amène un certain nombre de nos concitoyens à avoir un regard extrêmement méfiant, extrêmement dur sur ce qu'est le travail. Alors, il y a plusieurs explications à ça. J'en ai donné une sur le regard distancié de nos concitoyens vis-à-vis du travail. On peut estimer aussi qu'il y a sans doute aussi des racines culturelles à ça, liées au fait que Philippe Diribarne avait écrit La logique de l'honneur. Nous sommes dans une société française qui est très, très attachée au titre, au diplôme, à la place, au signe de place dans la société. Et donc, on regarde aussi notre rapport au travail, non pas par rapport à la manière dont on vit dans le travail, mais à ce que représente ce travail en termes de statut social, en termes de signifiant vis-à-vis du voisin, et vis-à-vis toujours aussi de la comparaison qu'on peut avoir du voisin qui est toujours, vous savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, c'est un cocktail, on va dire, entre différentes familles de raisons qui peuvent être à la fois ces raisons de nature culturelle,
qui peuvent être parfois même entretenus à notre corps défendant, hein, dans la prise de parole, dans le regard qu'on peut avoir. Et puis, on va y venir, on a des raisons aussi liées à la manière dont on traite le travail. Est-ce que dans notre société française, on a toujours envoyé des signaux qui consisteraient à dire que c'est par le travail qu'on améliore sa situation? Force est de constater que ce n'est pas la perception que beaucoup de nos concitoyens ont. Ils n'ont pas le sentiment que c'est forcément par le travail qu'on améliore sa situation. Ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie à notre système de protection sociale, ça renvoie à la question du patrimoine, des deux côtés, on va dire, de l'échiquier. Hein. Ça renvoie à plusieurs choses et ça renvoie au fait qu'il y a un vrai sujet sur le fait de remettre le travail au cœur. Et c'est la raison pour laquelle on a intitulé le livre « Le travail et la solution », parce que la clé, de notre point de vue, c'est précisément le fait de remettre le travail au cœur. C'est en mettant le travail au centre de nos politiques publiques, vraiment, que l'on fera en sorte que la perception de nos concitoyens vis-à-vis du travail, et donc notre prospérité d'une certaine manière, soit au rendez-vous. Alors, vous parlez d'un nouvel âge du travail que vous Oui. mentionnez dans le livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que vous entendez par cette formule? Oh, alors, le nouvel âge du travail, il se manifeste de différentes manières. Il se manifeste d'abord par le fait, vous savez, on a tous en tête le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où Charlot serrait des boulons, effectivement. Et quand on regarde les images des temps modernes, on se dit, mais on est dans une séquence qui est une séquence d'unité de temps, de lieu, d'action. Les temps modernes, c'était les règles du théâtre classique. Quand on était gamin, à l'école, on apprenait Corneille, Racine, le théâtre classique. Il faut qu'il y ait une unité de temps, de lieu et d'action. Et longtemps, le travail, dans sa forme la plus taylorisée, dans la France d'avant-guerre, et même dans la France, un peu dans la France des Trente Glorieuses, c'était cette unité de temps et d'action, et de lieu. C'était aussi une période où on pouvait rentrer dans une entreprise en se disant que la promesse du travail était là et qu'on allait faire carrière dans cette entreprise. Je ne vais pas citer de nom, mais on rentrait chez un grand constructeur automobile, par exemple. On disait qu'on allait faire sa carrière et qu'on allait aller jusqu'à la retraite en montant les échelons petit à petit chez ce grand constructeur automobile. Cette période, elle est derrière nous parce que l'unité de temps, le travail est éclaté, il prend différentes formes. L'unité de lieu, on voit bien à travers le télétravail, à travers la mondialisation, qu'elle n'est plus là. Et l'unité d'action, la diversité des tâches, la diversité des métiers, tout ça bouscule complètement le travail dans sa forme actuelle, tel qu'il est, et dans la manière qu'on peut avoir de l'appréhender, de le reconnaître. Et ça nous oblige à changer nos logiciels de pensée et nos logiciels d'organisation. Alors, parmi les nouvelles mutations concernant le travail, on a évidemment l'intelligence artificielle. Et Oui. vous, dans l'ouvrage, Oui, vous avancez 3 scénarios possibles oui. pour l'avenir du travail au regard de cette nouvelle technologie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces Oui, 3 bien sûr. scénarios? Alors déjà, avant d'évoquer les 3 scénarios, le simple fait que l'on mette sur la table 3 scénarios montre que vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il faut avoir 2 postures qui ne sont pas contradictoires l'une par rapport à l'autre. La première, c'est l'humilité. L'humilité, c'est, vous savez, on fait des hypothèses. Ça veut dire que je formule des hypothèses et que donc, avec toute l'humilité du monde, je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous dire avec certitude ce qui va se passer demain. Et que donc, on doit toujours garder cette forme d'humilité et aussi, deuxième caractéristique, d'adaptabilité et de réactivité. C'est-à-dire être capable très vite d'adapter notre cadre organisationnel justement pour prendre en compte que rien n'est certain et que tout peut aller très vite dans un sens ou dans un autre. Alors quels sont les trois futurs possibles au regard de l'intelligence artificielle? Il y a 2 futurs qui ne sont pas très heureux. L'un d'entre eux, ça serait un futur qui serait celui qui aggraverait les inégalités dans le monde du travail actuel. C'est-à-dire un futur où l'intelligence artificielle aurait un effet dévastateur sur les emplois les plus faiblement qualifiés et détruirait massivement des emplois faiblement qualifiés sans qu'il y ait d'effets de destruction créatrice, schumpeterienne, à côté de ça, avec des nouveaux emplois, et où on aboutirait de fait à un marché du travail encore plus à 2 vitesses, avec des happy few très formés, qui auraient la main sur le marché du travail, et puis des travailleurs faiblement qualifiés qui seraient sur le bord de la route. Ça, c'est pas un futur très heureux, effectivement. Pas vraiment. Le deuxième futur préoccupant, c'est 2001 de l'Odyssée de l'espace.
Ça sera un futur, et certains experts d'ailleurs nous dépeignent parfois dans des scénarios des évolutions qui font froid dans le dos, où la machine finalement prend le pouvoir. C'est-à-dire où la machine est tellement intelligente qu'elle est capable, au bout d'un moment, elle-même, de formuler des hypothèses, de formuler des processus de prise de décision, et où elle finit par dépasser complètement l'intelligence humaine et par prendre le dessus sur l'intelligence humaine, voire à occasionner des conflits, etc. Donc ça, c'est aussi un scénario assez préoccupant. Et le scénario heureux, celui vers lequel on doit tendre, c'est celui qui consiste à aller jusqu'au bout du processus par lequel l'intelligence artificielle va être un facteur de gain de productivité, va créer des nouveaux emplois, va en détruire certes, mais en créer aussi, et va participer à une mutation positive de la société. Donc ça veut dire quoi si on veut aller vers ce futur-là? Ça veut dire qu'il faut keep control, garder le contrôle, et ça dans les évolutions juridiques notamment qui sont à l'œuvre, par exemple avec l'IA Act au niveau européen, c'est un principe extrêmement important. Le contrôle humain, on garde le contrôle humain, toujours à toutes les étapes du processus. Deuxièmement, formation, extrêmement important, c'est-à-dire on utilise le levier formation professionnelle des travailleurs, reconversion dans un certain nombre de situations, et puis adaptabilité, malléabilité des organisations, parce que les métiers vont bouger. Il y a plein de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister demain. Il y a peut-être des erreurs que l'on fait par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, on nous annonçait il y a quelques années que les métiers du prompt, par exemple, vous savez, c'est-à-dire des requêtes que l'on fait pour poser une question à l'intelligence artificielle, étaient des métiers qui allaient massivement se développer? Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que ça sera sous une autre forme? Donc il faut être très adaptable, très humble, mais très réactif par rapport à ça. Il y a un extrait qui m'a particulièrement marqué dans l'ouvrage, je me permets de le lire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail n'est aujourd'hui épargné par aucune critique. À l'approche marxiste traditionnelle du travail comme aliénation, sont venus s'ajouter des reproches plus en phase avec l'air du temps et le pessimisme ambiant. Loin d'humaniser l'individu, le travail le détruirait corps et âme. Par un curieux reversement de l'adage populaire « le travail c'est la santé », le travail serait devenu un mal dont nous devrions nous débarrasser. La solution résiderait dans une fuite hors du travail, que ce soit par une réduction de sa durée ou par l'exaltation d'autres formes d'activité jugées plus élevées. Par contraste, les voix qui s'élèvent pour rappeler sa centralité dans la construction de nos identités peinent à se faire entendre, soupçonner qu'elles sont de collusion avec un capitalisme inhumain. Vous rappelez ensuite l'importance du travail qui je cite, repose sur un héritage philosophique et spirituel extrêmement riche. Est-ce qu'on peut revenir sur cet héritage? Ah ben oui, cet héritage, c'est par exemple, on a un nouveau pape depuis quelques mois qui a pris le nom de Léon XIV. Léon XIV, ça renvoie à Léon XIII, qui était pape à la fin du XIXe siècle et qui a été l'auteur d'encycliques extrêmement fondatrices sur le travail. Rerum Novarum, qui est une encyclique sur cette question, qui a fondé le catholicisme social et une vision du travail, non pas comme un instrument de douleur et non pas comme une punition, mais au contraire comme un vecteur d'accomplissement et de réalisation. Je crois que la clé, elle est là. Elle est l'opposition entre ceux qui voient ou qui veulent voir le travail comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose qui détruit, et ceux qui veulent voir le travail, au contraire, comme un objet désirable, comme un objet qui contribue au bien-être de la société et au bien-être de l'individu. Alors après, ça ne tombe pas du ciel, sans jeu de mots par rapport au catholicisme social, ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se travaille, c'est-à-dire on doit faire en sorte aussi, par nos actions, les dirigeants publics, les dirigeants économiques, que le travail soit un objet désirable, soit un objet positif et ne soit pas une huile de ricin. Le travail doit être quelque chose dans lequel on doit se réaliser. On passe le plus clair de notre vie au travail, en situation de travail. Et donc, l'enjeu vraiment qui est devant nous, c'est de faire en sorte qu'on s'y retrouve, qu'on se retrouve dans le travail et qu'on se situe justement dans une spirale positive. Moi, je veux rompre avec la spirale négative. Le travail est un instrument de douleur, donc il faut moins travailler, donc il faut réduire le temps de travail, donc du coup, on ne crée pas de richesse, et ainsi de suite. On a un problème de financement de notre modèle social. Je veux passer au contraire à un cercle vertueux. Le travail devient un objet de réalisation de ce que l'on veut faire dans la vie, est un objet d'amélioration du bien-être social collectif, et un objet dans lequel on fait des choses utiles. Un objet dans lequel on retrouve une rétribution matérielle et morale, matérielle à travers un salaire qui est au niveau, effectivement, judicieux, et moral à travers
un parcours professionnel dans la vie active et à travers un équilibre aussi, effectivement, entre le capital et le travail, entre ceux qui apportent les moyens nécessaires pour que l'entreprise fonctionne et ceux qui apportent leur force de travail. L'enjeu est vraiment central. Il est vraiment essentiel parce que toute notre société, tout le bien-être collectif de notre société, c'est seulement par le travail qu'on réussira à l'améliorer. J'aimerais qu'on parle un peu du dialogue social Oui. et des partenaires sociaux. Selon vous, ils peinent à jouer Oui. clairement leur rôle dans la régulation de toutes les mutations en cours au travail. Certains pourront vous dire qu'ils ne sont pas forcément entendus, Mhm. parce que pas écoutés. Alors pourquoi est-ce que selon vous, ils peinent à jouer ce rôle et quelles seraient les solutions Ils si peinent à vraiment jouer le ce problème rôle est... pour plusieurs raisons. D'abord, on a, il faut bien le dire, en France, une crise de l'engagement. On a une crise de l'engagement auprès des partis politiques depuis quelques années. On a une crise de l'engagement auprès des organisations syndicales qui ont du mal à trouver des candidats aux élections. Il y a un vieillissement des cadres syndicaux. Et on a même une remise en cause de la part d'une partie de l'opinion publique. On le voit régulièrement, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on le voit encore récemment, des corps intermédiaires, c'est-à-dire de toute structure qui est habilitée à parler au nom d'eux. Et donc ça rend les choses plus compliquées. Ça rend les choses plus compliquées parce que le dialogue social, il se fait forcément avec des représentants, il se fait forcément avec des corps intermédiaires. Donc ça, c'est un premier élément de diagnostic. C'est effectivement, il faut travailler sur le fait de valoriser l'engagement. Donc c'est la valorisation des parcours. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont pu être initiées pour valoriser les parcours de représentants du personnel ou syndical dans l'entreprise. On met sur la table une proposition dans le livre qui consiste à permettre de réserver des avantages qui seraient créés par la négociation collective aux seuls membres des organisations syndicales signataires, par exemple, qui peut être un deuxième élément justement d'encouragement du parcours. Et puis, il faut donner de l'enjeu. Donner de l'enjeu, ça veut dire que si les partenaires sociaux dans l'entreprise et au niveau national savent que dans une discussion, dans une négociation, s'ils prennent la main sur cette négociation, il y a un vrai enjeu et qu'ils auront la capacité de faire bouger les choses de manière équilibrée, ils auront naturellement plutôt tendance à le faire. Je vais vous prendre un exemple concret. En 2013, ont été réformées les règles relatives au licenciement économique collectif. On est passé d'une situation où il fallait un accord majoritaire, signé par la majorité des organisations syndicales, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses dans le cadre d'un plan de licenciement collectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 tiers des cas, on a eu des accords qui étaient signés, alors que c'était le cas dans moins d'un quart des cas auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enjeu. Parce que les partis autour de la table savaient qu'il y avait un enjeu au fait de s'emparer localement dans l'entreprise de cette question. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut poursuivre le mouvement qui est engagé depuis 20-30 ans d'élargissement du champ de la négociation collective d'entreprise, c'est-à-dire donner plus de sujets, plus d'espace à la négociation collective d'entreprise pour qu'elle puisse faire avancer les choses. Mais il faut sans doute le faire aussi au niveau de la branche. Je vais vous prendre un exemple concret. Nous proposons dans le livre de confier aux partenaires sociaux dans les branches, comme c'est le cas dans certains pays d'Europe, la fixation du salaire minimum. En Autriche, en Italie, en Danemark, en Suède, en Finlande, c'est les partenaires sociaux, dans l'équivalent des branches, qui négocient le salaire minimum. Ce n'est pas l'État. On a un problème en France, c'est qu'avec notre SMIC fixé par décret, on rattrape tout le bas des grilles qui sont négociées dans les branches par les partenaires sociaux. Résultat, pour sécuriser en apparence les plus bas salaires, on empêche d'organiser des évolutions sur les salaires qui sont un petit peu au-dessus. Et donc on crée ce qu'on appelle une trappe à bas salaire, ce qui est un des éléments d'explication justement du fait que nos concitoyens ont le sentiment de ne pas s'y retrouver suffisamment par le travail. Donc il faut donner du mou, il faut donner de la souplesse, il faut permettre à un secteur d'activité qui a envie d'être plus dynamique en matière salariale, et aussi pour les niveaux qui ne sont pas tout en bas mais un tout petit peu au-dessus, de pouvoir le faire. Et puis un autre secteur d'activité qui a plus de difficultés, au contraire, d'avoir des évolutions qui sont plus maîtrisées. Et ça, on le fera en donnant plus d'espace à la négociation collective, et là, par exemple, à la négociation de branche. Et vous n'avez pas l'impression, ces dernières années, et particulièrement sous les derniers gouvernements, qu'on va vers la tendance inverse concernant les partenaires sociaux? Non, j'ai pas l'impression parce que au niveau de l'entreprise, le nombre d'accords collectifs d'entreprise s'est accru.
On a aujourd'hui 80 000 accords d'entreprise qui sont signés chaque année et la courbe est ascendante. Au niveau de la branche, il y a un certain nombre de sujets aussi qui ont été renvoyés à la branche. La critique que vous formulez que vous relayez là, elle est plutôt exprimée au niveau interpro, c'est-à-dire tout en haut, au niveau national interprofessionnel, avec notamment ce qui a pu se passer sur l'assurance chômage, où l'État a souvent repris la main ces dernières années par rapport aux partenaires sociaux. Il y a sans doute effectivement un modus operandi à organiser entre l'État et les partenaires sociaux au niveau national sur toute une série de sujets. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau local, ça marche plutôt bien, ça pourrait marcher mieux, pour toutes les raisons que j'évoquais, et il faut donc soutenir ce mouvement. Et au niveau national, effectivement, il faut sans doute mieux l'organiser aussi. Alors, on va parler du management maintenant. Quelles sont les transformations que vous attendez des managers pour que le travail reste un facteur de cohésion plutôt que de désaffection? On parle véritablement de crise du management, Oui. en tout cas en France. Et on a une particularité française sur ce plan-là. Ça a été parfois pointé, effectivement, dans certaines études. On a un problème de reconnaissance, d'abord, d'organisation, d'une forme de reconnaissance par le management. On a encore un problème sur tout ce qui est risques psychosociaux. On a une vraie augmentation préoccupante de toutes les pathologies liées au risque, de près ou de loin, aux risques psychosociaux. Et donc, on a un vrai sujet qui doit être pris à bras-le-corps par les managers. Vous savez, j'avais fait une étude pour Montaigne il y a quelques années, et on l'évoque dans le livre, sur, par exemple, quelques tabous qui peuvent exister. La placardisation, par exemple, est un tabou suprême, personne n'en parle. C'est quelque chose qui produit du mal-être comme jamais, qui concerne plutôt des cadres, plutôt âgés, souvent, dans un certain nombre de cas. Et il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'aborder ces questions, de les traiter. Alors, je n'ai pas de formule magique, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il existe une formule magique, mais la prise de conscience et le fait de nommer les phénomènes est déjà le début d'un travail constructif sur la question. Donc je pense que ça c'est un premier point. Deuxième point, moi je crois beaucoup à la participation, à l'association capital-travail et à l'implication des travailleurs aussi sous différentes formes. Je crois par exemple qu'il faut aller plus loin dans l'ouverture des conseils d'administration à des représentants des travailleurs, on le propose d'ailleurs dans le livre, et il faut développer encore plus les systèmes d'actionnariat salarié, de participation et d'intéressement. On propose par exemple des mécanismes pour essayer de booster la participation et l'intéressement dans les TPE-PME, qui sont les parents pauvres de ce point de vue-là. On propose de booster l'intéressement dans un univers où c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué, en tout cas pas à grande échelle, et qui ferait du bien, c'est dans la fonction publique. Si demain vous dites aux agents publics, chers amis, vous allez fixer dans vos services respectifs, au niveau des services, des objectifs d'économie, et sur 100 € d'économie que vous allez faire, il y en a 10 ou 20 qui vous reviendront sous forme d'intéressement collectif, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'intéressant. Il faut essayer l'intéressement collectif dans la fonction publique, quelque chose qui existe dans le privé, il faut le dupliquer, et nous le proposons dans la fonction publique. Donc, considération, respect, expression. Le droit d'expression est très ancien, puisque c'était les lois Auroux de 82, mais pourtant, c'est quelque chose qui est encore mis en avant. Il y a une soif d'expression de la part des travailleurs, des salariés. C'est tout ça, c'est sur tous ces aspects-là qu'il faut travailler. Et il faut que le management, effectivement, les managers en France, travaillent sur ces aspects-là. Alors le sujet a fait couler beaucoup d'encre, mais j'aimerais qu'on l'aborde très rapidement. Vous avez notamment été conseiller d'Édouard Philippe à Matignon pour ce qui concerne les affaires sociales. Vous évoquez les effets pervers de notre système de retraite par répartition. Quelles sont ses limites et comment réformer ce modèle sans rompre le pacte de solidarité entre les générations? Effectivement, on a un problème démographique. Notre système de retraite par répartition, il est inéluctablement condamné, si on ne le fait pas évoluer, par la démographie. Le ratio entre ceux qui payent, ceux qui cotisent, et ceux qui perçoivent, ne cesse d'évoluer dans un sens de plus en plus défavorable vis-à-vis de ceux qui cotisent. Et donc, si on ne touche à rien, ça veut dire qu'on est condamné à ce que soit ceux qui cotisent plus, soit ceux qui perçoivent moins, soit que ceux qui cotisent plus longtemps. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit encore,
à ce que l'on se pose la question de notre modèle de système de répartition. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le système de répartition, il est là, il organise une solidarité intergénérationnelle. Mais ne nous interdisons pas de faire ce qui marche à l'étranger, et ce que beaucoup de pays européens ont fait d'ailleurs, c'est d'introduire un étage de capitalisation. Introduire un étage de capitalisation qui va progressivement monter en gamme, évidemment, parce que la vie continue, pendant les travaux, la vie continue, et il faut continuer effectivement à financer les retraites par le truchement de la répartition. Eh bien, le fait qu'on ait un système, un étage de capitalisation qui monte en gamme avec un taux de rendement du système de capitalisation qui est historiquement beaucoup plus élevé que le taux de rendement de la répartition. La CAPI, c'est 4% à peu près, le taux de rendement. Aujourd'hui, si la répartition était une capitalisation, le taux de rendement, il est de l'ordre de 0,5 à peu près, donc très très faible. Donc si on a un système de capitalisation et un étage suffisamment robuste de capitalisation, à terme, celui-ci peut permettre d'absorber les aléas justement du régime de capitalisation et de la dégradation du ratio entre cotisants, et entre ceux qui cotisent et ceux qui perçoivent. Voilà, alors on ne fera pas l'économie aussi de travailler sur les paramètres d'évolution du régime par répartition. Ça veut dire qu'il faudra travailler plus longtemps, oui, évidemment, comme tous nos voisins européens. Ça veut dire aussi que dans l'équation intergénérationnelle, le financement de cet étage de capitalisation, il peut peut-être s'appuyer en partie au moins sur une modération de la revalorisation des pensions, dans une logique de solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire les plus âgés d'entre nous qui aident les plus jeunes à se préparer une vraie retraite qui ne soit pas totalement détruite justement du fait de l'évolution démographique. C'est sur tout ça qu'il faut travailler et c'est ce que nous proposons dans le livre. Donc un étage de capi puissant et une réforme aussi du régime de répartition. Franck, c'est une nouvelle tradition de l'émission Période d'essai. Est-ce que vous pouvez nous conseiller 3 ouvrages pour approfondir les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui? Le premier ouvrage, c'est un ouvrage qu'a fait Denis Oliven il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle « La France doit travailler plus et les Français être mieux payés ». Donc Denis Oliven fait le constat que j'évoquais tout à l'heure, que notre quantité de travail est insuffisante et qu'il faut tout faire pour l'augmenter. Premier point. Deuxième point, c'est un livre très récent qui est sorti il y a quelques jours, je crois, de Pierre Gattaz, qui nous dit « Gagner plus, c'est maintenant ». Et là aussi, Pierre Gattaz, qui est un ancien dirigeant du MEDEF, qui est un ancien dirigeant d'entreprise, pose sur la table un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu'on puisse gagner plus et mieux gagner sa vie par le travail. Ça pose la question d'ailleurs que nous évoquons dans l'ouvrage du financement de la protection sociale. Il faut sans doute déplacer une partie du financement de notre modèle social qui pèse sur le travail, sur autre chose que le travail, pour se donner des marges de manœuvre en ce sens. C'est aussi ce que dit Pierre Gattaz. Et puis, dernier ouvrage, qui est un ouvrage un petit peu plus ancien, qui renvoie à un sujet que nous n'avons pas évoqué, mais qui me tient à cœur aussi, qui est sur les statuts d'activité. C'est un ouvrage de Denis Penel, qui disait, le titre « Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur », autour de la question de l'ubérisation. La thèse de Denis Penel, et c'est celle que je développe, c'est que nous pouvons éviter que le paradis du consommateur devienne l'enfer du travailleur si on s'appuie précisément sur la négociation collective pour ces travailleurs indépendants, qu'on ne les transforme pas tous en salariés, mais qu'on met en place un équilibre gagnant-gagnant pour élever les standards sociaux de ces travailleurs par le dialogue social. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place en France, justement, pour les secteurs des travailleurs mobiles de ces plateformes, et qu'il faut sans doute dupliquer dans d'autres secteurs d'activité. Voilà les 3 ouvrages. Franck, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Le travail est la solution qui est disponible dès à présent en librairie, c'est publié aux éditions Hermann. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Période d'essai.